Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter les résultats d'analyse des ateliers de discussion qui ont eu lieu lors de la journée LSJPA du 18 février 2022. Vous êtes sûrement plusieurs ici aujourd'hui à avoir participé à ces ateliers. Je vais débuter avec quelques informations concernant la méthodologie. Alors, il y avait 330 personnes d'inscrites à la journée qui provenaient de 16 régions différentes, dont 127 du milieu policier, 153 du milieu d'intervention et 50 du milieu juridique. En tout, il y a eu 30 ateliers de discussion, dont 15 en avant-midi, où là, on avait réuni les gens en petits groupes par région socio-sanitaire. Puis, euh, les 15 ateliers en après-midi, on a plutôt formé les groupes selon les milieux de travail. L'analyse s'organise en 7 catégories qui sont principalement basées sur les questions qui ont été posées lors des ateliers, sauf pour la première et la dernière catégorie, parce que les impacts de la pandémie, c'est un incontournable. On n'a pas eu besoin de poser une question là-dessus pour que ça émerge, mais on a questionné au sujet de l'évaluation du risque, la collaboration, la bonne mesure au bon moment, les délais et la commission Laurent. Puis, la dernière catégorie, c'est un petit bonus qu'on a ajouté. On va regarder les distinctions qui ont ressorti entre les régions urbaines et rurales. Aussi, tout au long de la présentation, il va y avoir des verbatims dans la section droite de la diapo. Si ça vous dit de les lire, je voulais juste mentionner que j'utilise ces 3 acronymes-là, PMP, PMI et PMJ, pour que vous ayez une idée de qui est en train de parler. Alors, on commence avec les impacts de la pandémie qui ont occasionné un ralentissement généralisé, entre autres parce qu'il y avait moins de collaboration. Il y a plusieurs projets ou des tables de concertation qui ont été mis sur pause. La pandémie a provoqué aussi une pénurie de milieux pour encadrer les travaux communautaires parce que tout fermait avec le confinement. Il y a aussi des endroits qui exigeaient le passeport vaccinal et il y a des jeunes qui n'étaient pas vaccinés. Pour toutes ces raisons, ça pouvait prendre plus de temps pour effectuer la mesure. Donc, il y a eu plusieurs demandes d'extension du délai. Les jeunes allaient moins bien. On a rapporté des niveaux de détresse et de criminalité plus élevés. D'un côté plus positif, la pandémie a aussi amené tous les milieux à se réinventer en termes de collaboration et de pratique. Tout le monde s'est rapidement adapté au mode virtuel avec les rencontres en visioconférence. On a fait preuve de flexibilité et de créativité en trouvant des mesures qui pouvaient à la fois faire sens pour les jeunes et cadrer avec les restrictions sanitaires, comme le fait d'exécuter des travaux communautaires à l'interne pour les milieux fermés, ou encore de faire des livraisons d'épicerie pour des personnes aînées confinées à la maison. Parmi les bonnes pratiques pour l'évaluation du risque, il y a le milieu policier qui se base surtout sur le ressenti et l'expérience. Plusieurs ont dit y aller au feeling, en particulier lors des premières arrestations quand les jeunes sont peu ou pas connus. Le milieu d'intervention a mentionné l'approche différentielle qui permet d'individualiser le processus d'évaluation, puis aussi l'utilisation d'outils qui permettent de minimiser les biais subjectifs dans la rédaction de rapports d'évaluation, dont les rapports prédécisionnels. Parmi les défis, on retrouve la présence de biais cognitifs et les préjugés qui peuvent venir fausser l'évaluation, les délits non saisis, qui peuvent survenir pour différentes raisons. Ça peut être des avertissements non inscrits, ça peut être les milieux scolaires qui préfèrent régler à l'interne au lieu de dénoncer. Parfois, c'est les victimes qui refusent de porter plainte et d'autres fois, c'est parce qu'on ne sait pas être là où surviennent les infractions, par exemple sur les réseaux sociaux. L'apport du rapport prédécisionnel peut être dévalué, notamment par le milieu juridique qui craint que des biais subjectifs faussent les résultats. Parmi les solutions, on a proposé de reconnaître les biais et de travailler à déconstruire les préjugés, d'assurer la traçabilité des infractions et de promouvoir l'expertise contenue dans un rapport prédécisionnel. La bonne collaboration se base bien entendu sur le développement des liens de confiance, et ce, autant avec les jeunes et les parents qu'avec les partenaires.
Les bonnes pratiques de collaboration, c'est aussi de participer aux différentes instances de concertation, comme les ententes cadres, les ententes multisectorielles et les tables de concertation. Puis, l'identification de personnes ressources, c'est le fait d'avoir, par exemple, une présence terrain, comme des policiers dans les écoles, c'est d'avoir du personnel de liaison ou d'avoir une personne dédiée à la réception des dossiers en LSJPA. Parmi les défis rencontrés, il y a le roulement élevé du personnel, il y a les freins liés aux échanges d'informations, les règles de confidentialité sont jugées trop restrictives. C'est aussi les systèmes qui communiquent peu ensemble, par exemple lors de la transition de mineurs à adultes ou lorsque le parcours des jeunes en LSJPA s'imbrique à d'autres systèmes comme la LPJ. Il y a aussi le langage et les approches qui diffèrent entre les milieux et la méconnaissance des partenaires et de leur rôle. Par exemple, il y a souvent une confusion entre le rôle d'intervention en LSJPA et celui en LPJ. On a suggéré de mieux soutenir le nouveau personnel, par exemple en documentant les fonctions de chaque poste et en assurant la transmission de l'expertise, d'offrir de la formation croisée pour mieux comprendre le rôle des partenaires, de faciliter le partage d'informations, assouplir la loi sur la confidentialité, mieux baliser la transition de mineurs à adultes, faire en sorte que les systèmes se parlent. Collaborer avec des partenaires moins habituels comme les psychiatres, le personnel en CLSC ou les orthophonistes pour les jeunes qui ont un trouble du langage. Bon, lorsqu'on a demandé c'est quoi la bonne mesure au bon moment, il y a 7 dimensions qui ont été rapportées. Donc, la bonne mesure au bon moment doit être appliquée avec célérité, préventive et précoce, durablement dissuasive du comportement délinquant, choisie en fonction des jeunes et prioriser leur potentiel de réhabilitation, choisie en fonction du délit, impliquer les parents et tenir compte de la victime et de la réparation des torts causés. Ensuite, pour appliquer la bonne mesure au bon moment, c'est important de bien connaître les mesures existantes. Il y a une diversité d'approches et de programmes qui ont été mentionnés comme la justice réparatrice, la médiation, le programme PASSIS, intervenir tôt, le programme Sexto, la trousse antitrol, etc. C'est aussi important de bien comprendre les mécanismes de la LSJPA comme la prévention, les mesures et les sanctions extrajudiciaires, les peines. Parmi les défis, il y a le manque de connaissances de la LSJPA. Par exemple, on a mentionné de la part du milieu policier la sous-utilisation des mesures de renvoi, de la part du personnel scolaire, une sous-dénonciation des délits qui surviennent dans les écoles et de la part des jeunes, une méconnaissance du processus post-infraction. On a aussi mentionné que les applications de la LSJPA n'étaient pas toujours optimales. Les jeunes arrivent souvent trop tard dans le système, ce qui veut dire que les jeunes ne reçoivent pas suffisamment tôt les services dont il ou elle aurait besoin. Puis, contrairement aux sanctions, il n'y a aucune conséquence d'enclencher lorsque les jeunes ne complètent pas leurs mesures extrajudiciaires. On a trouvé que les travaux communautaires étaient trop systématiques dans le cadre des sanctions ou des peines et on a souligné le manque d'accès à des services thérapeutiques pour les jeunes. On a aussi mentionné que la LSJPA est déphasée de la réalité actuelle. Par exemple, le milieu policier a souligné que leur capacité d'utiliser la mesure de renvoi est limitée, entre autres parce qu'elle ne s'utilise plus avec la nouvelle loi sur le cannabis. La mesure de renvoi ne s'utilise pas non plus avec les crimes contre la personne comme les menaces qui surviennent fréquemment en ligne. Les solutions qui ont été proposées pour parvenir à appliquer la bonne mesure au bon moment sont de mieux soutenir les jeunes et le personnel, par exemple en améliorant la prise en compte de la santé mentale des jeunes, en impliquant davantage les parents, puis en augmentant et diversifiant les effectifs terrain, comme dans les écoles, ou le fait d'assurer une présence en ligne dans le but de permettre une meilleure détection des infractions. Au niveau des ordonnances, on a suggéré d'utiliser davantage la conférence de facilitation et la médiation
plutôt que d'aller vers les travaux communautaires, on a proposé de réviser la LSJPA pour, entre autres, élargir la liste des délits aptes aux mesures extrajudiciaires et aussi de simplifier la procédure pour les délits en lien avec le cannabis. Puis, on a souligné l'importance d'offrir régulièrement des formations, des mises à jour sur la LSJPA et aussi de miser davantage sur la prévention auprès des jeunes dans les écoles. Pour réduire les délais, on a mentionné l'efficacité des mécanismes pour encadrer les délais, dont l'arrêt Jordan, la conférence de facilitation et le programme Intervenir tôt. On a souligné la rapidité des démarches avec les partenaires et le fait d'avoir une stabilité dans les journées d'audience à la Cour, et aussi l'utilisation de formulaires préétablis. Ce qui occasionne des délais lors du processus préjudiciaire, c'est les enquêtes policières, notamment pour les infractions commises en ligne, qui nécessitent une spécialisation en informatique. Et c'est aussi le temps requis pour l'évaluation et la rédaction du rapport prédécisionnel. Le processus judiciaire implique aussi des longs délais, entre autres parce que les tribunaux sont débordés. Puis, on a rapporté qu'il y avait des listes d'attente pour accéder à certains programmes de réhabilitation, notamment ceux liés aux violences sexuelles. Parmi les conséquences occasionnées par les délais, on a souligné que parfois la situation des jeunes a eu le temps de changer et donc que le RPD doit être mis à jour. Les délais font aussi en sorte que les victimes refusent de porter plainte, le processus est trop long et veulent que le problème se règle tout de suite. Les délais occasionnent aussi une perte de sens pour les jeunes qui passent rapidement à autre chose dans leur vie. Ça implique une plus grande difficulté à les mobiliser dans l'accomplissement de la mesure. C'est aussi le risque que les jeunes banalisent la criminalité, parce qu'il n'y a rien qui se passe, alors les jeunes s'enfoncent davantage dans la criminalité et aggravent leur dossier. Les solutions qui ont été proposées sont d'accélérer le processus judiciaire pour bien ancrer la conséquence auprès du jeune, de déjudiciariser davantage pour désengorger les tribunaux, d'établir un système de surveillance des délais pour documenter là où sont les obstacles, puis de faciliter l'accès au programme de réhabilitation. Parmi les répercussions perçues par rapport à la commission Laurent, on a souligné le délestage du personnel LSJPA pour aller soutenir le milieu de la LPJ, une plus grande visibilité du manque de ressources pour venir en aide aux jeunes et aux familles, une augmentation des dénonciations de la DPJ et davantage d'ouverture liée au partage d'informations. À plus long terme, on s'attend à plus d'accès à des formations croisées pour décloisonner chaque corps de métier. On espère également une révision plus permissive des règles de confidentialité pour faciliter les partages d'informations et que la prévention auprès des jeunes soit mise de l'avant pour mieux les soutenir. Parmi les distinctions entre les régions urbaines et rurales, on voit que dans les régions urbaines, la densité de la population amène les avantages d'un plus petit territoire à couvrir, d'un meilleur accès à des services spécialisés et un personnel distinct en LSJPA et en LPJ. Tandis qu'en région rurale, les grands territoires occasionnent des délais supplémentaires, par exemple avec les temps de déplacement, l'accès aux programmes et aux services est plus restreint et le personnel est souvent amené à cumuler différents statuts de travail. Parmi les désavantages des régions urbaines, il y a le contexte moins sécuritaire. On a soulevé la problématique des armes à feu, qui est de plus en plus présente dans les grandes villes. Puis, les régions urbaines ont le désavantage de leur avantage, c'est-à-dire que la spécialisation des services renvoie à leur fragmentation et au travail en silo. Les avantages des régions rurales sont la proximité entre les gens. Tout le monde se connaît, on connaît les jeunes, on connaît les familles et avec une faible quantité de dossiers, ça accélère le processus. Par contre, les régions rurales ont peu de journées d'audience à la Cour et ça rallonge les délais.
Comme solution, on a proposé d'uniformiser les pratiques dans l'application de la LSJPA, ce qui implique le développement d'un langage commun entre les partenaires et à travers les régions. Ça passe aussi par l'accès à des formations communes. On souhaite également assurer une utilisation standardisée des outils d'évaluation et assurer un accès égalitaire aux mesures à travers les régions. Je vais conclure en laissant le mot de la fin aux personnes qui ont participé aux ateliers de discussion. Je vous ai mis quelques verbatims ici que vous pourrez lire. Je voulais aussi ajouter que ce que je vous ai présenté, évidemment, c'est un survol des principaux constats. Vous retrouverez le matériel complet dans le rapport écrit qui sera disponible bientôt. Alors voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.